Le café Le Marais bruisse de conversations d'affaires, tandis que Magali Rousseau range ses derniers croquis dans sa mallette en cuir. À 34 ans, cette architecte d'intérieur parisienne vient de décrocher la rénovation des bureaux d'une société de conseil. Son téléphone vibre. Claire, sa mère. « Magali, ma chérie, il faut qu'on parle. » La voix de Claire tremble légèrement. Ancienne institutrice de 58 ans, au caractère bien trempé, elle n'appelle jamais pendant les heures de travail. Magali sent son estomac se nouer. « Maman, tout va bien ? Installe une caméra chez toi et attends. » Magali faillit lâcher son téléphone. Les conversations autour d'elle semblent soudain assourdissantes. « Une caméra ? Maman, de quoi tu parles ? Fais-moi simplement confiance, ma chérie. » Claire marque une pause. « J'ai remarqué des choses, des détails chez Thomas. Il n'est plus le même depuis quelques mois. » Le cœur de Magali s'accélère. Thomas, son mari depuis 8 ans, journaliste sportif de 36 ans, rentre effectivement plus tard ces derniers temps. Mais de là à imaginer, elle refuse d'y penser. « Maman, tu délires. Thomas travaille sur le Tour de France. C'est normal qu'il soit débordé. » « Ma chérie, une mère sent ces choses-là. » Magali raccroche, troublée. Claire a toujours eu des intuitions justes, parfois douloureuses. Elle se souvient de cette fois où sa mère avait prédit la faillite de l'entreprise de son père, 6 mois avant l'effondrement. De retour dans leur appartement du 11e arrondissement, Magali observe les lieux d'un œil nouveau. Le salon aux murs blancs, le canapé beige qu'ils ont choisi ensemble, la table basse où Thomas pose chaque soir sa sacoche de journaliste. Tout lui paraît soudain étranger. Thomas rentre à 22h30, légèrement essoufflé. Ses cheveux bruns sont décoiffés, sa chemise froissée. « Désolé chérie, réunion de bouclage qui n'en finissait plus. L'équipe cycliste a eu des problèmes de dopage. » Il l'embrasse rapidement sur la joue et file directement vers la salle de bain. Magali remarque pour la première fois qu'il évite son regard. Une odeur florale flotte dans son sillage. Un parfum qu'elle ne reconnaît pas. « Tu as mangé ? J'ai grignoté au bureau. » Sous la douche, Thomas fredonne. Magali n'arrive plus à se souvenir de la dernière fois où elle l'a entendu fredonner à la maison. Cette gaieté soudaine la dérange plus qu'elle ne devrait. Cette nuit-là, allongée dans leur lit, Magali fixe le plafond. Thomas dort profondément à ses côtés, son souffle régulier. Les mots de sa mère résonnent dans sa tête comme un écho lancinant. Une caméra, l'idée lui répugne, mais le doute s'immisce en elle comme un poison lent. Au petit matin, les yeux cernés, Magali prend une décision qui changera sa vie. Elle commande discrètement une mini-caméra sur Internet, livraison express. Ses mains tremblent légèrement en validant la commande. Est-elle en train de détruire son mariage ou de le sauver ? La caméra arrive le lendemain dans un petit colis discret. Pas plus grosse qu'un dé, elle se dissimule parfaitement derrière le cadre photo du salon, celui de leur voyage de noces en Italie. Magali règle l'activation sur détecteur de mouvement, les mains tremblantes. Est-elle en train de franchir une ligne qu'elle ne devrait pas franchir ? Le premier jour, tout semble normal. Thomas part vers 9h pour la rédaction de l'équipe, l'embrasse distraitement et rentre à 20h. Magali observe ses moindres gestes avec une attention douloureuse qui épuise leur relation. Les conversations deviennent artificielles, tendues. « Comment s'est passée ta journée ? » « Bien. » « Et toi ? » « Bien aussi. » Le silence s'installe, pesant. Thomas consulte son téléphone plus souvent qu'avant, tapotant nerveusement l'écran. Quand Magali s'approche, il range rapidement l'appareil dans sa poche. Le mercredi soir, elle remarque qu'il cache systématiquement son écran. Lorsqu'elle lui apporte un café, Thomas ferme précipitamment une conversation WhatsApp. Magali ne distingue qu'un prénom féminin qui s'efface. Lisa. C'était qui ? Ma sœur. Elle me demandait des nouvelles de papa. Mais la sœur de Thomas s'appelle Lucie, pas Lisa. Magali sent son estomac se contracter. Le vendredi, il prétend aller acheter du pain à 19h. Il revient 1 heure plus tard, essoufflé, sans baguette. La boulangerie était fermée, j'ai croisé Julien au café. On a discuté du prochain match. Magali hoche la tête, mais elle sait que Julien, son collègue de la rédaction, est en déplacement à Marseille cette semaine. Sa femme Emma l'a mentionné lors de leur dernière sortie entre couples. Le doute grandit en elle jour après jour. Chaque détail devient suspect. Le parfum inhabituel sur ses vêtements. Ces nouveaux sous-vêtements qu'elle ne lui connaissait pas.
cette façon qu'il a maintenant de siffloter sous la douche. Au bureau, Amélie remarque son état d'anxiété croissante. Sa collègue et amie, décoratrice d'intérieur de 38 ans, l'invite à déjeuner dans leur brasserie habituelle. « Magali, tu n'es plus la même depuis 1 semaine. Tu as des cernes, tu ne manges plus. Que se passe-t-il » Sans révéler l'existence de la caméra, Magali confie ses doutes. Amélie, divorcée après avoir découvert l'infidélité de son ex-mari, la regarde avec une tendresse douloureuse. « Ma chérie, fais confiance à ton instinct. Nous, les femmes, on le sent toujours. Ces petits changements, ces mensonges anodins, c'est exactement comme ça que ça a commencé avec Stéphane. » Les mots d'Amélie résonnent dans l'esprit de Magali tout l'après-midi. Elle repense aux derniers mois, aux signes qu'elle a choisi d'ignorer, les retards de plus en plus fréquents, ses prétendues réunions le week-end, cette nouvelle coupe de cheveux que Thomas s'est faite sans la consulter. Le samedi, Thomas annonce qu'il doit couvrir un match de football à Lille. Il part tôt et rentre tard, épuisé. Pourtant, en consultant discrètement le programme sportif, Magali découvre qu'aucun match important n'a eu lieu à Lille ce week-end. Le dimanche soir, veille de son départ pour Lyon, Magali trouve Thomas au téléphone dans le petit jardin de leur appartement, parlant à voix basse. Il rit, d'un rire qu'elle ne lui connaît plus. Quand il l'aperçoit à la fenêtre, il raccroche précipitamment et rentre. C'était qui ? Ma sœur Lucie, pour organiser l'anniversaire de papa le mois prochain. Magali sent ses jambes trembler. Avec le décalage horaire australien, il est 5 heures du matin à Sydney. Lucie ne peut pas appeler à cette heure. Le mensonge est si évident qu'elle en a le souffle coupé. Cette nuit-là, Thomas s'endort rapidement, le visage paisible. Magali reste éveillée, fixant son profil dans la pénombre. Cet homme qu'elle aime depuis 10 ans lui devient étranger. Demain, elle partira pour Lyon. La caméra enregistrera tout. Aura-t-elle le courage de regarder les images à son retour ? Le TGV file vers Lyon à 300 km/h. Magali regarde défiler le paysage par la fenêtre, mais ne voit rien. Son esprit reste fixé sur Thomas, sur cette caméra qui enregistre peut-être déjà ses moindres gestes. Elle serre son téléphone dans sa main, résistant à l'envie de l'appeler pour la 10e fois. À Lyon, l'hôtel Sofitel l'accueille dans un luxe feutré. Sa chambre donne sur la presqu'île, mais Magali n'apprécie pas la vue. Elle dépose sa valise et vérifie immédiatement son téléphone. Aucun message de Thomas. Étrange, lui qui d'habitude lui souhaite toujours un bon voyage. Le lendemain matin, elle se rend au bureau de Mercure Conseil, une multinationale qui souhaite réaménager ses espaces de travail. Magali présente son projet de rénovation de 3000 m², mêlant open space lumineux et espace de confidentialité. Normalement, ce genre de présentation la passionne, mais elle n'arrive pas à se concentrer. Pendant la pause déjeuner, elle appelle Thomas. Il décroche rapidement, presque trop rapidement, comme s'il surveillait son téléphone. « Allô chérie, comment ça se passe ?»« Bien. La présentation s'est bien déroulée ce matin. Et toi, que fais-tu ?»« Je travaille sur un article important. L'enquête sur les paris sportifs. Tu sais, celle dont je t'ai parlé. » Magali fronce les sourcils. Thomas ne lui a jamais parlé d'une enquête sur les paris sportifs. « Tu travailles d'où ?» Un léger silence, puis... « Du bureau, bien sûr. » Pourquoi cette question ? Mais en arrière-plan, Magali entend distinctement une émission de cuisine à la télévision. Julie Andrieux explique une recette de ratatouille. Ce ne sont pas les bruits habituels de la rédaction sportive, avec ses téléphones qui sonnent et ses discussions animées sur les résultats. « Tu regardes la télé au bureau maintenant ? » « Ah oui, ils ont mis France 5 dans la salle de pause. J'y prends mon café. » Le mensonge est si évident que Magali en a mal au ventre. La rédaction de l'équipe n'a jamais eu de télévision dans sa salle de pause. Elle y est allée plusieurs fois. L'après-midi, incapable de se concentrer sur les questions techniques de ses clients, elle décide d'appeler sa mère. Claire répond immédiatement, comme si elle attendait cet appel. « Ma chérie, comment vas-tu ? Tu as installé la caméra ? » « Oui, maman, mais j'ai l'impression de devenir folle. Je ne sais plus quoi penser. Raconte-moi. » Magali confie ses doutes, les petits mensonges de Thomas, son comportement étrange. Claire l'écoute sans l'interrompre, puis prend une longue inspiration. « Ma chérie, il faut que je te dise quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. » Le cœur de Magali s'emballe. « J'ai vécu exactement la même chose avec ton père. Les petits mensonges,
les retards inexpliqués, ces changements d'habitude, j'ai mis 2 ans à accepter la vérité. Cette révélation assomme Magali. Ses parents ont divorcé quand elle avait 16 ans, officiellement pour incompatibilité de caractère. Sa mère ne lui avait jamais parlé d'infidélité. « Papa t'a trompée ? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Pour te protéger, ma chérie, pour préserver l'image que tu avais de ton père. Mais aujourd'hui, je ne peux pas te laisser vivre dans le mensonge comme j'ai vécu. » Les larmes montent aux yeux de Magali. Sa mère continue, la voix tremblante d'émotion. J'observe Thomas depuis des mois lors de nos repas de famille. Il évite mon regard, il invente des excuses pour partir plus tôt. Il a cette façon de consulter son téléphone en cachette. Une mère qui a vécu ça reconnaît les signes. Qu'est-ce que je dois faire, maman ? Aller jusqu'au bout. Connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Tu mérites mieux que le doute permanent. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, Magali rappelle Thomas. Cette fois, il met du temps à décrocher. « Excuse-moi, chérie, j'étais sous la douche. Comment s'est passée ta journée ? Ils ont accepté le projet. Je signe demain matin. » C'est formidable. On fêtera ça à ton retour. Thomas semble étrangement enjoué, presque euphorique. Cette gaieté inhabituelle inquiète Magali plus qu'elle ne la rassure. « Tu fais quoi ce soir ? Je vais me coucher tôt, je suis crevée. Et toi ? Pareil. » Mais après avoir raccroché, Magali entend des rires étouffés en arrière-plan avant que la communication ne se coupe complètement. Des rires de femmes. Cette nuit-là, allongée dans son lit d'hôtel, Magali prend une décision qui changera sa vie. Elle modifie sa réservation de TGV, avançant son retour de 24 heures. Elle rentrera demain en milieu d'après-midi, sans prévenir Thomas. Elle verra enfin ce que la caméra a enregistré. Le TGV entre en gare de Lyon-Part-Dieu à 14h15. Magali a les mains moites, le cœur qui bat la chamade. Pendant tout le voyage, elle a oscillé entre l'espoir que ses soupçons soient infondés et la terreur de découvrir la vérité. Dans le métro qui la ramène vers le 11e arrondissement, elle observe les visages des autres voyageurs. Combien d'entre eux vivent-ils dans le mensonge sans le savoir ? Combien rentrent chez eux en pensant retrouver l'amour quand la trahison les attend ? Elle arrive devant son immeuble, à 14h50. L'appartement est silencieux. Thomas ne rentrera qu'à 18h selon son planning habituel. Magali pose sa valise dans l'entrée et se dirige vers le salon, les jambes tremblantes. La caméra est toujours là, dissimulée derrière le cadre de leur voyage de noces. Ironique. Magali la récupère délicatement, comme si elle manipulait une bombe. Ses mains tremblent si fort qu'elle manque de la faire tomber. Elle s'installe devant son ordinateur portable et transfère les enregistrements. 3 jours de surveillance. 72 heures de leur vie intime filmées en secret. L'écran affiche les fichiers vidéo. Jour 1, jour 2, jour 3. Elle commence par le premier jour. Thomas seul, travaillant sur son ordinateur, regardant les informations sportives à la télévision, mangeant un sandwich debout dans la cuisine. Tout semble normal. Magali se surprend à espérer. Le 2e jour révèle la même routine. Thomas part, rentre, dîne seul devant la télé, se couche. Rien d'anormal. Peut-être que sa mère et elle se sont trompées. Peut-être que sa paranoïa l'a aveuglée. Puis arrive le 3e jour. 15h37. Une femme entre dans l'appartement. Le sang de Magali se glace instantanément. Elle reconnaît immédiatement cette silhouette, cette démarche, cette chevelure blonde. Émilie, sa meilleure amie depuis l'université, sa témoin de mariage, la marraine prévue de leurs futurs enfants. Les images qui suivent la détruisent. Baiser passionné dès l'entrée, caresse dans le couloir, intimité sur son canapé, celui qu'ils ont choisi ensemble chez Ikea un dimanche d'automne. Thomas soulève Émilie, la porte vers leur chambre. La caméra ne filme plus que le salon vide, mais Magali entend tout. Elle s'effondre devant l'écran, prise de nausées violentes. Elle court aux toilettes, vomit, pleure, vomit encore. Son monde s'écroule en quelques minutes d'enregistrement. Mais ce n'est pas fini. En accélérant les images, Magali découvre l'ampleur de la catastrophe. Émilie n'est pas la seule. Une brune inconnue le mardi précédent. Une rousse le jeudi. Thomas a transformé leur foyer en lieu de rendez-vous multiples.
Chaque femme semble connaître les lieux, comme si c'était une habitude établie depuis des mois. Sur l'un des enregistrements, elle voit Thomas au téléphone, parlant de façon désinvolte. « Ma femme est en voyage jusqu'à vendredi. On peut se voir tranquillement. Elle ne se doute de rien, elle est tellement naïve. » Ces mots la transpercent comme des lames. Naïve. Il la trouve naïve. Après 8 ans de mariage, de complicité, de projets communs, elle n'est qu'une épouse naïve qui ne voit rien. Magali reste prostrée devant l'ordinateur, incapable de bouger. Les preuves s'accumulent sous ses yeux. Les réunions tardives des derniers mois. Les week-ends de reportage qui n'existaient pas. Les nouveaux sous-vêtements. Le parfum sur ses vêtements. Tout prend sens dans une clarté aveuglante et douloureuse. À 17h, elle entend la clé dans la serrure. Thomas rentre plus tôt que prévu. Magali n'a même pas la force de fermer l'ordinateur. Elle reste là, figée, les yeux rougis par les larmes. Thomas entre dans le salon et s'arrête net en la voyant. « Magali, tu es déjà rentrée ? Je croyais que tu... » Il aperçoit l'écran de l'ordinateur où défile encore l'enregistrement. Son visage se décompose instantanément. Il comprend. Tout s'effondre. « Magali, je peux tout expliquer. » Elle lève enfin les yeux vers lui. Cet homme qu'elle aimait, qu'elle respectait, qu'elle admirait. Ce menteur, ce traître, cette façade qui s'écroule. Explique-moi alors pourquoi tu as sali notre mariage avec 3 femmes différentes dans notre salon. Thomas ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Pour la première fois depuis leur rencontre, il n'a plus de mots, plus de mensonges à inventer. Magali fixe son mari et réalise qu'elle ne le connaît pas. Elle ne l'a jamais connu. Thomas reste figé quelques secondes, puis s'approche lentement du canapé où Magali est prostrée. Il ressemble à un animal pris au piège, cherchant désespérément une issue. « Magali, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. » « Ah non ?» Sa voix est étrangement calme, presque détachée. « Alors explique-moi ce que je viens de voir. » Thomas s'assoit en face d'elle, évitant son regard. Ses mains tremblent légèrement. C'est compliqué. Notre mariage traverse une mauvaise passe depuis quelques mois. Tu es tellement absorbée par ton travail. On ne se parle plus vraiment. Magali le fixe sans ciller. Cette stratégie du retournement de situation, elle la connaît. Faire d'elle la responsable de sa trahison. Donc c'est ma faute si tu as couché avec Émilie et 2 autres femmes dans notre appartement ? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Thomas passe une main nerveuse dans ses cheveux. Avec Émilie, c'est arrivé comme ça. Elle traversait une période difficile après sa rupture avec Marc. On s'est rapprochés, elle avait besoin de réconfort. Et les 2 autres ? Elles avaient un besoin de réconfort aussi ? Le piège se referme. Thomas comprend qu'elle a tout vu, tout enregistré. Son visage se décompose davantage. « Tu m'espionnais ? Tu as installé une caméra chez nous ? » Réponds à ma question, Thomas. Qui sont ces femmes ? Il baisse la tête, vaincu. Des collègues. Lisa de la rédaction People. Sandrine de la comptabilité. Mais ce ne sont que des moments d'égarement. Ça ne voulait rien dire. Rien dire ? Magali sent une colère froide monter en elle. 8 ans de mariage, ça ne voulait rien dire non plus ? Si, bien sûr que si. Magali, tu es ma femme, je t'aime. Ces autres, c'était juste... Juste quoi ? Du sexe ? De la distraction ? Thomas se lève brusquement, commence à faire les 100 pas. Sa stratégie de victimisation ne fonctionne pas. Il tente autre chose. « Tu n'as pas le droit de m'espionner. C'est de la violation de la vie privée. On peut porter plainte contre ça. » Porte plainte alors. Magali se lève à son tour, retrouvant soudain une force qu'elle ne se connaissait pas. Explique au juge pourquoi ta femme a eu besoin d'installer une caméra pour découvrir tes mensonges. Thomas change encore de tactique. Il s'approche d'elle, tente de la prendre dans ses bras. « Magali, je suis désolée. Vraiment désolée. Je peux tout arrêter. On peut repartir à zéro. Je ferai ce que tu veux. Une thérapie de couple, partir en voyage, déménager. » Elle le repousse fermement. « Depuis combien de temps ? » « Quoi ? Depuis combien de temps tu me mens ? Depuis combien de temps nos amis sont-ils au courant et me regardent avec pitié ? » Thomas détourne les yeux. C'est tout ce qu'elle a besoin de savoir. Nos amis savent. Sa voix se brise légèrement. Julien sait ? Emma sait ? Ce n'est pas... Ils ne disent rien par amitié pour nous deux.
par amitié ?» Magali éclate d'un rire amer. « Il me laissait passer pour une idiote par amitié ?» À cet instant, la sonnette retentit. Thomas et Magali se figent. La sonnette résonne encore, insistante. « J'y vais, » dit Thomas. « Non. » Magali le devance et se dirige vers l'interphone. « Qui est-ce » ? « C'est Émilie. Il faut qu'on parle toutes les deux. » Le sang de Magali ne fait qu'un tour. Thomas a prévenu Émilie de son retour anticipé. Ils se sont coordonnés. Même dans cette situation, ils continuent de comploter ensemble. « Monte », dit-elle d'une voix blanche. Émilie arrive quelques minutes plus tard. 32 ans, architecte comme Magali mais spécialisée dans le luxe, elle est toujours impeccablement habillée. Aujourd'hui, elle semble nerveuse, fragile. « Magali, je... » « Tais-toi. » Magali la coupe net. « Depuis quand ?» Émilie jette un regard vers Thomas, qui hoche la tête imperceptiblement. « 4 mois. Mais Magali, il faut que tu saches. Thomas m'avait dit que votre mariage était fini, que vous dormiez dans des chambres séparées, que vous alliez divorcer. Nous dormons dans le même lit, Émilie. Nous avons fait l'amour il y a 3 jours, avant mon départ. » Émilie pâlit. Elle réalise qu'elle aussi a été manipulée. « Je ne savais pas. Thomas, tu m'avais dit... » « J'ai dit ce que j'ai pu pour... » Thomas ne finit pas sa phrase. Magali comprend soudain l'ampleur de la manipulation. Thomas a menti à tout le monde. À elle, à Émilie, probablement aux autres femmes aussi. Un manipulateur pathologique qui jongle avec les vérités selon ses besoins. « Sortez. » Sa voix est d'un calme terrifiant. « Sortez tous les deux de chez moi. Maintenant. »« Magali, s'il te plaît. » commence Émilie. « Tu étais ma meilleure amie. Tu as couché avec mon mari dans mon salon, sur mon canapé. Tu n'existes plus pour moi. » Thomas tente une dernière approche. « Magali, c'est aussi chez moi ici. Tu ne peux pas... » « Je peux. Et je vais. Prends tes affaires et pars. On réglera le reste avec les avocats. » Elle leur tourne le dos et se dirige vers la cuisine, les laissant dans le salon avec leurs mensonges et leur culpabilité. Derrière elle, elle entend Émilie pleurer et Thomas bredouiller des excuses inutiles. Dans la cuisine, Magali s'effondre enfin. Mais cette fois, ce ne sont plus des larmes de douleur. Ce sont des larmes de libération. Les jours suivants passent dans une période difficile. Magali ne sort plus de l'appartement, ne répond plus au téléphone, mange très peu. Elle reste allongée sur le canapé, fixant le plafond, incapable de pleurer ou même de penser clairement. Le mercredi, Amélie force la porte avec l'aide du gardien, inquiète de ne plus avoir de nouvelles depuis 1 semaine. « Mon Dieu, Magali, dans quel état tu es ?» Son amie la trouve en pyjama, les cheveux défaits, les yeux cernés. L'appartement sent le renfermer. La vaisselle s'accumule dans l'évier. « Il faut que tu te lèves, que tu manges quelque chose. » Amélie prépare un thé, ouvre les fenêtres, range un peu. Elle s'assoit près de Magali et lui prend la main. « Raconte-moi tout. » Magali lui révèle enfin l'existence de la caméra, les enregistrements, la confrontation avec Thomas et Émilie. Amélie l'écoute sans l'interrompre, serrant sa main de plus en plus fort. « Ma pauvre chérie, je suis tellement désolée. J'ai été tellement naïve, Amélie. 8 ans de mariage, comment j'ai pu ne rien voir? Parce que tu aimais. Quand on aime vraiment, on fait confiance. C'est normal. » Le vendredi, c'est Claire qui débarque de Rouen avec 2 valises. Elle s'installe dans la chambre d'amis sans demander l'autorisation. « Maman, tu ne peux pas rester. J'ai besoin d'être seule. » « Justement, ma chérie, tu as besoin de quelqu'un. Et j'ai besoin d'être là pour toi. » Claire prend les choses en main avec sa détermination habituelle. Elle fait les courses, cuisine, oblige Magali à se lever, à se doucher, à s'habiller. Le soir, elle s'installe sur le canapé avec une tisane. Claire prend enfin la parole sur son propre passé. « Quand j'ai découvert les aventures de ton père, j'ai eu très peur de perdre pied moi aussi. » Magali lève les yeux vers sa mère. « Comment tu as su ? » ?»« Comme toi. Des détails qui ne collaient pas. Des mensonges de plus en plus gros. Un jour, j'ai trouvé une lettre d'amour dans sa veste. Pas de lui pour lui. Tu ne m'en as jamais parlé. Pour te protéger, mais aussi par fierté. J'avais l'impression d'avoir échoué comme épouse. » Claire pose sa main sur celle de sa fille. «
Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas ma faute, ni la tienne. Thomas est responsable de ses actes, personne d'autre. Comment tu as fait pour t'en sortir, jour après jour, en me concentrant sur toi, sur mon travail, en me reconstruisant étape par étape? Claire marque une pause. J'ai mis des années à refaire confiance aux hommes. Ne fais pas la même erreur que moi. Ne laisse pas cette épreuve t'empêcher d'aimer à nouveau. Elle reste silencieuse un moment, regardant Paris s'illuminer par la fenêtre. Maman, merci pour la caméra. Sans toi, je serais encore dans l'illusion. Une mère sent ces choses-là, ma chérie. J'ai reconnu chez Thomas les mêmes comportements que ton père. Le lundi suivant, Claire convainc Magali de reprendre le travail. Tu es douée, tu as un talent. Ne laisse pas Thomas te voler ça aussi. Magali revient au bureau amaigrie mais déterminée. Ses collègues, prévenus par Amélie, l'accueillent avec délicatesse. Sophie, une architecte de 42 ans divorcée avec 2 enfants, lui propose de déjeuner. Le plus dur, c'est de retrouver confiance en son jugement. Tu vas te demander comment tu as pu passer à côté de tant de signes. C'est exactement ça. J'ai l'impression d'avoir été aveugle. Tu n'es pas aveugle. Tu es humaine. Et tu sais quoi ? Cette épreuve va te rendre plus forte que tu ne l'imagines. Sophie a raison. Petit à petit, Magali retrouve le goût du travail. Son projet lyonnais avance bien, lui donnant un objectif concret. Le soir, elle rentre chez elle fatiguée mais satisfaite. Thomas tente plusieurs retours. Messages, appels, lettres glissées sous la porte. Il promet une thérapie, des changements, un nouveau départ. Magali ne répond pas. Elle a appris à reconnaître la manipulation. 1 mois après la confrontation, elle reçoit les papiers du divorce que son avocat a préparés. En signant, elle ressent un mélange de tristesse et de soulagement. Le soir même, elle appelle sa mère. « C'est fait, maman. J'ai signé. » Comment tu te sens ? Libre. Pour la première fois depuis des mois, je me sens libre. Cette nuit-là, Magali dort d'un sommeil profond et réparateur. Demain commencera sa nouvelle vie. 3 mois après la signature du divorce, Magali entame sa reconstruction avec une détermination méthodique qui surprend son entourage. Chaque matin, elle se lève à 6 heures, fait du yoga dans le salon où Thomas l'a trahi, transformant cet espace de douleur en lieu de renaissance. Son projet lyonnais devient son refuge créatif. Elle y canalise toute son énergie, concevant des espaces lumineux et fonctionnels qui reflètent sa propre transformation. Le directeur de Mercure Conseil, impressionné par son investissement, lui confie la rénovation complète de leur siège parisien. « Magali, votre vision est exactement ce dont nous avons besoin. Des espaces qui respirent, qui permettent aux gens de se reconstruire après les épreuves. » Ces mots résonnent profondément en elle. L'architecture devient sa thérapie. Chaque ligne droite effaçant une blessure. Chaque ouverture créant de nouvelles possibilités. Au bureau, elle développe une amitié sincère avec Sophie, qui devient son mentor émotionnel. Elles déjeunent ensemble chaque jeudi, partageant leurs expériences de femmes reconstruites. La trahison révèle qui on est vraiment, explique Sophie en buvant son café. Tu découvres une force que tu ne soupçonnais pas. Moi, après mon divorce, j'ai créé mon propre cabinet. Mes enfants sont fiers de leur mère indépendante. Tu n'as jamais eu peur de ne plus aimer ? Au contraire. Maintenant, je sais exactement ce que je veux et ce que je refuse. C'est libérateur. Thomas tente plusieurs retours pathétiques. Il envoie des fleurs au bureau avec des cartes larmoyantes. « Ma chérie, pardonne-moi. Je ne peux pas vivre sans toi. » Ils sollicitent leurs amis communs pour intercéder, prétextant une dépression, promettant une thérapie. Magali ne répond pas. Elle a appris à reconnaître la manipulation. Ses collègues admirent sa force tranquille face à ce harcèlement émotionnel. Un soir, Thomas l'attend devant son immeuble, les yeux rougis, tenant un bouquet de roses blanches. « Magali, s'il te plaît, écoute-moi juste 5 minutes. » « Non, Thomas, c'est fini. Je suis en thérapie maintenant. Le psy dit que j'ai des problèmes d'engagement liés à mon enfance. Je peux changer, je te le promets. » Magali le regarde calmement. Cet homme qui l'a fait souffrir lui paraît maintenant fragile, presque pitoyable. « Thomas, tu as couché avec 3 femmes dans notre appartement. Tu as menti pendant des mois. Tu m'as ridiculisé devant nos amis. Aucune thérapie ne peut effacer ça. Mais je t'aime. Non, tu aimes l'idée de moi.
La femme qui ferme les yeux, qui fait confiance, qui pardonne tout. Cette femme n'existe plus. Thomas s'effondre sur le trottoir, pleurant comme un enfant. Magali ressent de la pitié, mais plus aucune compassion amoureuse. Elle rentre chez elle le cœur léger. Quelques semaines plus tard, Amélie lui apporte des nouvelles croustillantes. Tu sais que Thomas sort maintenant avec Lisa, sa collègue de la rédaction? Apparemment, elle a découvert qu'il voyait encore Sandrine en cachette. Elle l'a menacé de tout dire à leur chef. Magali éclate de rire. Il n'apprendra jamais. Le karma existe, ma chérie. Il va de mensonge en mensonge. Toi, tu grandis. 6 mois après le divorce, Magali reçoit une promotion. Elle dirigera désormais une équipe de 8 architectes sur la rénovation d'un complexe culturel à Bordeaux. Un défi technique et artistique passionnant. Le soir de l'annonce, elle appelle sa mère. « Maman, ils m'ont choisie pour diriger le projet bordelais. Ma chérie, je suis si fière de toi. Tu vois, tu vaux bien mieux que ce que Thomas t'avait fait croire. J'ai l'impression de renaître, maman. De découvrir qui je suis vraiment. C'est exactement ça. Tu découvres ta vraie valeur. » Pour fêter cette promotion, Magali s'offre quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé avec Thomas. Un week-end seul à Rome. Dans les rues de la ville éternelle, elle se sent enfin complète, indépendante, libre. En visitant les jardins de la Villa Borghese, elle croise un homme qui photographie les paysages avec passion. Il a l'air concentré, serein. Leurs regards se croisent brièvement. Il lui sourit. Magali lui rend son sourire et continue sa promenade. Pour la première fois depuis des mois, elle se surprend à penser qu'un jour, peut-être, elle pourra faire confiance à nouveau. Mais cette fois, elle choisira en connaissance de cause. 1 an après la découverte de la trahison, Magali s'épanouit professionnellement à Bordeaux. Elle dirige une équipe de 6 architectes sur la rénovation du Hangar 14, un complexe culturel de 4000 m² qui accueillera théâtre, galerie d'art et espace de coworking. Le projet la passionne. Transformer cet ancien entrepôt portuaire en lieu de création artistique résonne avec sa propre métamorphose. Chaque matin, elle arrive sur le chantier avec l'enthousiasme d'une femme qui a retrouvé sa passion. C'est là qu'elle rencontre David Moreau, 38 ans, architecte paysagiste spécialisé dans l'aménagement des espaces verts urbains. Il travaille sur les jardins suspendus qui orneront les terrasses du complexe. Leur première conversation professionnelle se transforme naturellement en discussion plus personnelle autour d'un café. « Vous avez une approche très sensible de l'architecture », observe David. « Vos espaces respirent l'émotion humaine. » « Merci. J'ai appris que les bâtiments doivent guérir, pas seulement abriter. » David hoche la tête, comprenant intuitivement qu'elle parle d'expérience personnelle. Leur relation naît lentement, basée sur le respect mutuel et une transparence totale que Magali n'avait jamais connue. David lui parle ouvertement de son divorce d'avec Céline, 3 ans plus tôt, non pas à cause d'une infidélité, mais d'incompatibilité profonde. Céline voulait une vie sociale intense, moi je préfère la simplicité. Aucun de nous n'avait tort. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Cette honnêteté rassure Magali. David comprend sa méfiance, respecte son rythme de reconstruction. Leurs premières sorties se font en groupe, avec Luna, sa fille de 10 ans, dans un cadre familial et sécurisant. Luna, petite brune aux yeux verts pétillants, adopte rapidement Magali. Elle adore dessiner des jardins imaginaires, remplis de fleurs impossibles et d'arbres fantaisistes. Magali, tu crois qu'on peut faire pousser des roses bleues? Peut-être pas en vrai, mais dans tes dessins, tout est possible. Cette complicité naissante avec Luna touche profondément David. Il voit combien Magali est naturelle avec sa fille, sans forcer, sans chercher à remplacer sa mère. Un dimanche, ils visitent ensemble les serres du jardin botanique de Bordeaux. Luna court entre les plantes tropicales. David et Magali marchent côte à côte, leurs mains se frôlant parfois. « Luna vous aime beaucoup », dit David doucement. « Elle me l'a dit hier soir. Elle me plaît énormément aussi. C'est une enfant formidable. Magali, j'aimerais vous inviter à dîner. Juste nous deux, cette fois. » Magali sent son cœur s'accélérer légèrement. Pas de panique, pas d'angoisse. Juste une émotion douce et nouvelle. J'aimerais beaucoup David. Leur premier dîner en tête-à-tête se déroule dans un petit restaurant du Vieux Bordeaux.
David raconte sa passion pour les jardins thérapeutiques, ces espaces verts conçus pour apaiser les malades. Magali partage sa vision de l'architecture comme outil de guérison. « Vous savez, dit-elle en souriant, il y a un an, je n'aurais jamais imaginé être assise ici, heureuse, à parler d'avenir avec quelqu'un. Qu'est-ce qui a changé? J'ai appris à me connaître, à distinguer l'amour authentique de la dépendance. » David la regarde avec tendresse. « J'aimerais apprendre à vous connaître davantage, Magali. À votre rythme, cette patience, cette absence de pression, ces mots simples et sincères touchent Magali plus que toutes les déclarations passionnées de Thomas. Entre-temps, Émilie tente un retour pathétique. Elle envoie une longue lettre, expliquant qu'elle aussi a été manipulée par Thomas, qu'elle regrette profondément, qu'elle aimerait retrouver leur amitié. Magali lit la lettre calmement, puis la range dans un tiroir sans répondre. Certaines trahisons ne méritent pas de seconde chance. Elle a appris à protéger son énergie des personnes toxiques. Thomas, quant à lui, multiplie les conquêtes. Amélie lui apprend qu'il reproduit exactement le même schéma destructeur avec Lisa, puis avec une stagiaire de 23 ans. « Il ne changera jamais », conclut Amélie. « Heureusement que tu es sortie de ce cercle. » Un soir, David propose à Magali un week-end en Normandie chez Claire, avec Luna. L'idée de présenter David à sa mère la terrifie et l'enchante à la fois. « Vous êtes sûre de vouloir affronter l'inspection maternelle ? J'en serais honorée. Votre mère semble être une femme remarquable. » Cette nuit-là, Magali s'endort le sourire aux lèvres, imaginant sa nouvelle vie qui prend forme doucement. 2 ans après la découverte de la trahison, Magali rayonne. Le complexe culturel de Bordeaux s'apprête à être inauguré sous les flashs des photographes. Elle porte une robe bleu marine qui met en valeur sa nouvelle assurance. Cette élégance naturelle qu'elle a développée depuis sa renaissance. Le hangar 14 transformé est magnifique. Les espaces baignent de lumière naturelle grâce aux verrières que Magali a conçues. Les jardins suspendus de David apportent une poésie végétale qui sublime l'architecture industrielle. Ensemble, ils ont créé un lieu où l'art et la nature dialoguent harmonieusement. Mesdames et messieurs, voici l'architecte en chef de cette merveille, Magali Rousseau. Les applaudissements résonnent dans le hall principal. Magali sourit, sereine. Dans l'assemblée, elle aperçoit Claire, radieuse de fierté, accompagnée de Pierre, son compagnon depuis 6 mois. Sa mère a enfin retrouvé l'amour à 60 ans avec cet ancien professeur d'histoire, rencontré lors d'une randonnée. David se tient près de la scène avec Luna, maintenant âgée de 12 ans. La petite fille dessine toujours des jardins secrets, mais maintenant elle parle de devenir architecte, comme Mag. Cette complicité naturelle émeut profondément Magali. Ils vivent ensemble depuis 4 mois dans une maison avec jardin près de Bordeaux. Luna appelle Magali Mag, avec une tendresse spontanée. Leurs dimanches se passent à dessiner des plans de potagers imaginaires ou à visiter des monuments historiques. « Papa ?» demande Luna un soir. « Quand est-ce que tu vas demander Mag en mariage ?» David et Magali éclatent de rire. Cette spontanéité enfantine les touche, mais ils prennent leur temps, construisent leur amour étape par étape, sans précipitation. Après la cérémonie d'inauguration, journalistes et critiques d'architecture saluent le travail novateur de Magali. Architecture Magazine titre « Quand l'émotion transforme l'espace », le génie de Magali Rousseau. Le soir, lors de la réception, Magali anime une table ronde sur l'architecture thérapeutique. Elle raconte comment les espaces peuvent aider à guérir les blessures humaines, comment la lumière peut chasser l'obscurité, comment la beauté reconstruit l'âme. L'architecture ne doit pas seulement être fonctionnelle, explique-t-elle. Elle doit nourrir l'esprit, offrir de l'espoir, permettre la renaissance. Dans l'assemblée, des femmes hochent la tête, comprenant qu'elle parle d'expérience personnelle. Magali anime désormais des ateliers pour femmes victimes de violences psychologiques au sein de l'association Renaissance. Elle transforme sa douleur passée en aide concrète pour d'autres. Au milieu de la foule, elle aperçoit soudain Thomas et Émilie ensemble près du buffet. Ils semblent instables. Lui toujours charmeur en surface, mais les traits tirés, elle visiblement sous pression. Magali apprend plus tard qu'Émilie découvrait les nouvelles infidélités de Thomas. En les voyant, Magali ressent rien. Ni colère, ni tristesse, ni satisfaction. Juste une profonde indifférence. Ils appartiennent à son passé, à cette femme qu'elle était avant sa métamorphose. David s'approche d'elle, Luna accrochée à son bras.
Tu les as vus? Oui. Et tu sais quoi? Je leur souhaite sincèrement de trouver leur chemin. Cette générosité d'esprit, cette absence de rancœur, témoigne de sa guérison complète. En rentrant chez eux, ils trouvent la table dressée avec des bougies. Luna a préparé une surprise pour célébrer le succès de Magali. Elle a dessiné un jardin en forme de cœur avec écrit « Pour Mag, la plus forte des femmes ». Magali serre la fillette dans ses bras, émue aux larmes. Cette famille qu'elle a choisie et construite vaut tous les bonheurs du monde. Le soir, allongée contre David dans leur lit, elle regarde par la fenêtre les étoiles bordelaises. « À quoi tu penses ?» murmure David. « À ma mère, à cette caméra qu'elle m'a conseillé d'installer. Tu lui en veux encore ?» Au contraire. Magali sourit dans l'obscurité. Cette caméra m'a révélé qui j'étais vraiment. Une femme forte, capable de reconstruire sa vie, de faire les bons choix. Elle se tourne vers David, caresse doucement son visage. « Merci, maman, » murmure-t-elle vers les étoiles, pour cette caméra qui m'a menée vers ma véritable vie. Dans le jardin, les fleurs de David s'épanouissent sous la lune. Comme Magali, elles ont trouvé leur lumière. I forgot to mute myself. Hold on, sorry guys. I didn't want to put the clicking in the background.
I forgot how hard that song was. What the hell? That shit was actually hard as hell. What the fuck? Cheese and rice. Wow. How do we go from Lord to this? I'm dead. Can we play Lord now? What are we saying, chat? Who actually has Lord? Who actually has it? I want to show of hands. I have to update mine. I should update mine. Hold on. Lordy Lord! I got it. It's his song. Oh, I got goosebumps. What the heck? My window's open. Hi, Pico. Got any Dance Gavin Dance? What is that? Is that a musician? Who is Dance Gavin Dance? What the hell? It is an actual band. I've never heard of this.